Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast d'Amarante International, les rencontres de l'Indo-Pacifique. Je vous propose aujourd'hui de nous consacrer à l'Asie du Sud-Est, une région au carrefour des influences chinoises et indiennes et dans laquelle l'empreinte américaine, laissée par les conflits des années 60-70, demeure vive. C'est aussi un ensemble géoéconomique à part entière qui tente de peser internationalement par le biais de l'ASEAN et se voit comme un espace de paix et de stabilité. Pour nous aider à mieux comprendre les problématiques de l'Asie du Sud-Est et sa place en Indo-Pacifique, nous accueillons aujourd'hui la chercheuse Christine Cabasset, qui travaille depuis 30 ans sur le Sud-Est asiatique et revient de 10 années passées sur le terrain. Bonjour Christine. Bonjour. Christine Cabasset est titulaire d'un doctorat de géographie de l'Université Paris IV Sorbonne. De 2018 à 2022, elle a été directrice adjointe à l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine, IRASEC, à Bangkok. De 2012 à 2016, elle a été conseillère auprès du ministère de l'Éducation du Timor oriental, ou Timor-Leste, spécialement sur la réforme du système de l'enseignement supérieur. Elle a auparavant mené de nombreuses recherches de terrain en Indonésie ou au Timor oriental et effectué des missions de gestion de projets d'études pour divers organismes tels que l'Union européenne, le ministère d'Europe et des Affaires étrangères, la délégation régionale française pour la coopération avec l'ASEAN et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Alors Christine, je commencerai par une question d'ordre général en vous demandant comment s'intègre le bloc sud-est asiatique au sein de l'ensemble indo-pacifique sur un plan géopolitique. Avant de parler de bloc, j'aimerais revenir sur toute la diversité de cet ensemble géographique. Rappelons que ce qu'on appelle l'Asie du Sud-Est est constituée de 11 pays et qui sont très différents sur le plan démographique, économique, spatial, politique, etc. Donc, quelques exemples seulement pour bien avoir conscience de ça. L'Indonésie, qui est le plus grand pays de la région, mais qui est aussi le plus grand archipel du monde, eh bien donc représente 275 millions d'habitants sur environ 2 millions de kilomètres carrés. Voilà. Et puis à côté, ou pas loin, eh bien il y a le Brunei qui s'étire sur un peu plus de 5000 km² et compte une population de 430 000 habitants. Ou parlons également vraiment à un jet de pierre, Singapour, donc également vraiment un pays très très voisin. Eh bien Singapour a 700 km² et plus de 6 millions d'habitants. Voilà. Donc on peut voir tout de suite ces grandes disparités démographiques. Et puis ces grandes différences se retrouvent finalement dans tous les domaines. Dans le domaine économique, par exemple, eh bien les pays si l'on considère le PIB par habitant, le pays le plus riche de cet ensemble est Singapour, avec plus de 72 000 dollars per capita, donc par habitant, par an, suivi par le Brunei, un peu plus de 32 000 dollars par habitant, à mettre en relation avec les pays comme le Cambodge, le Laos et la Birmanie, qui sont, on va dire, inférieurs, où le revenu par habitant annuel est de moins de 1600 dollars par an et donc par habitant. Donc voilà, je crois que ça aide vraiment à mesurer parfois la difficulté aussi de parler de cet espace comme un espace, un bloc, voilà. Et ajoutons un dernier élément dans ces éléments de diversité. Parlons de la politique.
eh bien, là aussi, il y a des systèmes politiques très diversifiés. On y trouve donc des monarchies, monarchie absolue ou monarchie constitutionnelle, et il y a 4 pays, hein, donc Brunei, Cambodge, Malaisie, j'en ai Thaïlande. oublié un, et la Thaïlande, bien sûr, où j'ai passé 4 ans. Voilà. Nous avons des régimes présidentiels, donc présidentiels ou semi-présidentiels dans 4 pays, Indonésie, Philippines, Timor oriental et la Birmanie. Mais bon, la Birmanie, on le sait, qui est revenue à un régime dictatorial depuis le coup d'État de février 2021. Nous avons un régime dit parlementaire unicaméral à Singapour, et puis 2 pays communistes à parti unique au Vietnam et au Laos. Voilà. Donc là aussi, c'est intéressant d'avoir ces éléments en tête, parce que ça explique parfois la difficulté qu'ont ces pays à parler d'une seule voix. Puisque évidemment on ne voit pas les questions de démocratie de la même façon selon si le pays est démocratique ou au contraire plutôt à tendance autoritaire, voire franchement autoritaire. Voilà. Donc pour revenir sur votre question initiale, eh bien vous l'avez signalé, hein, donc c'est un ensemble géographique qui est vraiment stratégiquement placé, je dirais, au cœur de l'Indo-Pacifique. D'ailleurs, ces différents pays mettent souvent en valeur et promeuvent donc leur localisation géographique, qui est surtout à proximité de la Chine. Alors, voilà, qui est à proximité de la Chine, on va dire globalement entre l'Asie du Sud-Est et la Chine, donc certains pays comme la Malaisie et la Thaïlande, beaucoup, la Birmanie, alors évidemment pour les raisons qu'on connaît en ce moment moins, mais aussi normalement beaucoup, communiquent sur cette notion et cette capacité à faire la jointure entre la Chine, qui est un gros voisin, et évidemment avec une économie qui permet de porter la région, voilà, et donc entre la Chine et le reste de l'Asie du Sud-Est, voilà. Et puis l'Indonésie promeut plutôt son envergure spatiale et démographique et son économie, puisque c'est l'Indonésie est la première, et de loin, la première économie de cet ensemble régional, hein, avec environ un tiers du PIB de la région. Et on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Et puis Singapour, voilà, qui a longtemps eu, évidemment, au temps colonial, une vocation d'entrepôt, mais donc une vocation maritime depuis fort longtemps, et qui aujourd'hui compte parmi les places fortes, à la fois financières, mais aussi éducatives et de recherche. Et donc cette situation très favorable a permis à la région de voir se développer ou de développer tout un réseau portuaire qui sont souvent autant de pôles industriels. Donc pôles portuaires, pôles industriels, voilà, donc de l'agrochimie, agroalimentaire, enfin bon, tout type de secteurs, mais qui se sont vraiment localisés sur cette position littorale. Et d'ailleurs, sur cette question de la mer, eh bien, les différents États de la région et Singapour, vraiment de façon singulière, a très tôt misé sur la capacité logistique. Logistique et donc la containerisation, conteneurisation, voilà, et donc qui a pu développer cette activité grâce à des investissements lourds, hein, et aujourd'hui, et depuis en fait les années 80, c'est vraiment une des places fortes dans la région, c'est vraiment le pôle
le pôle portuaire majeur de la région sud-est asiatique. Et depuis plusieurs années, par exemple en 2022, eh bien, c'est le deuxième port du monde en nombre de containers, juste après le port de Shanghai. Voilà. Alors, ça a été vraiment le premier pays, petit pays pourtant, mais premier pays vraiment à mettre l'accent sur cette activité. À sa suite, la Malaisie et les Philippines la Malaisie et la Thaïlande ont également fait de gros efforts sur cette activité, et ils ressortent aussi parmi les 20 premiers ports mondiaux en termes de nombre de containers. Et puis l'Indonésie, qui est pourtant le plus grand archipel, comme je l'ai dit, a tardé à voir finalement en ligne de mire ce domaine, et donc a pris du retard. Donc elle est en train effectivement de s'équiper, voilà. Alors sur cette question de l'intérêt maritime de la région, on peut aussi rappeler que bien sûr, au fur et à mesure qu'on a vu l'émergence des stratégies indo-pacifiques, qui est une notion, je ne vais pas revenir sur l'historique, mais globalement, on va dire, dans son acceptation actuelle, plutôt récente, voilà, une quarantaine d'années, 30 ou 40 ans, et qui a connu une ampleur, là, vraiment, dans les 10 dernières années, et donc, à la suite de l'Australie, du Japon, des États-Unis, donc la France a également élaboré une stratégie indo-pacifique, donc en 2018. L'ASEAN lui-même, donc ou elle-même, l'association l'ASEAN a également formulé une stratégie indo-pacifique en 2019, et puis l'Union européenne a également élaboré et lancé sa stratégie indo-pacifique en 2021, donc assez récemment. Et c'est vrai que cette région qui, on va dire, est plutôt stable. L'Asie du Sud-Est n'est pas un point chaud, voilà, dans le monde, mais il est clair que cette localisation géographique au cœur donc de l'Indo-Pacifique, eh bien, est devenue vraiment, a permis une attraction beaucoup plus forte des pays occidentaux depuis qui s'est renforcé, on va dire, voilà, et ça c'est visible. Moi qui travaille sur les régions depuis longtemps, qui a été en poste dans cette région, eh bien je peux vraiment voir à quel point cette région sud-est asiatique et donc aséanienne, eh bien a gagné en attraction dans le monde. Et donc on peut dire finalement que cette centralité, qu'on peut qualifier de géopolitique, est reconnue comme telle par les puissances occidentales. Oui, voilà, c'est ça. Comme je le soulignais, en fait, c'est à la fois une lame de fond, mais surtout aussi une tendance que l'on voit se renforcer depuis plusieurs années, en fait, au fur et à mesure d'une avancée plus agressive de la Chine en mer de Chine méridionale, et pas seulement en mer de Chine méridionale, mais sur l'ensemble finalement de ce qu'on appelle aujourd'hui Indo-Pacifique, et avec d'ailleurs des stratégies Indo-Pacifiques qui, pour les pays occidentaux, sont souvent vus comme des moyens de contourner la BRI, la Belt and Road Initiative chinoise, et également finalement une façon de contrarier un peu cette avancée chinoise. Et donc on peut remarquer en effet que les pays occidentaux se déplacent vraiment de plus en plus régulièrement dans ces espaces, et je peux donner l'exemple de plusieurs grands événements internationaux qui se sont déroulés en Asie du Sud-Est en 2022. Il se trouve qu'en novembre 2022, nous avons eu une succession de grandes rencontres, internationales. Le sommet de l'ASEAN à Phnom Penh,
Et puis, nous avons eu également le G20 à Bali et l'APEC à Bangkok. Voilà, dans le même mois, si vous voulez. Donc, en présence de Joe Biden, Emmanuel Macron, voilà. Donc, il y a eu vraiment une mobilisation là autour de ces événements. Et puis, autre exemple d'ailleurs, lors du dernier G7 à Hiroshima, donc au Japon, eh bien, pour une fois, je dirais, il y a eu invitation de la part du Japon de 8 pays qui ne font pas partie du G7, dont 6, sur ces 8, 6 sont situés en Indo-Pacifique, et sur ces 6 pays, eh bien, l'Indonésie et le Vietnam pour l'Asie du Sud-Est. Voilà. Comme vous avez déjà mentionné l'ASEAN, est-ce que vous pouvez évaluer en quelques points clés le rôle de cette organisation en tant qu'acteur politique, sécuritaire et économique? Comme tout à l'heure, je pense qu'avant de répondre directement à cette question, il faut faire un petit détour sur l'histoire. Parce que certes, la région, aujourd'hui, on l'a vu, est devenue incontournable dans ce qu'on appelle l'échiquier mondial. Hein, elle est devenue incontournable. Mais en fait, il faut vraiment garder à l'esprit combien les pays qui composent l'ASEAN viennent de loin. Entre eux et dans leur rapport avec le monde. Ça me semble important d'avoir ça à l'esprit parce que je pense qu'on mesure mieux finalement ce qui a été accompli par cette région pour justement pour devenir incontournable. Certes, il y a évidemment des faiblesses comme toutes les grandes organisations régionales et on y reviendra, mais voilà donc. Alors c'est un espace géographique qui a été marqué fortement par la colonisation, donc à part la Thaïlande qui n'a jamais été colonisée, donc par la colonisation, donc ce qui veut dire aussi qu'ils ont été marqués, voire entravés, enfin en tout cas ils ont connu des difficultés aussi qui sont dues à des indépendances récentes. Alors là, c'est dans les années 40, 50, hein, globalement, c'est plutôt ça, entre 40 et 60, alors sauf le Timor oriental, qui a acquis son indépendance il y a très peu de temps, enfin il y a 20 ans, voilà, en 2002. Et donc marqué par la colonisation, par les guerres. Alors la Seconde Guerre mondiale, par la guerre du Vietnam, et puis la théorie des dominos avec le Cambodge, le Laos, et puis la guerre froide. Et donc lors de la guerre froide, encore cette région était finalement en étau entre les puissances dites libres hein, à l'époque et les États communistes et donc le monde communiste. Voilà, donc ces pays ont connu la guerre, beaucoup de guerres, et ont connu d'énormes frictions aussi, même entre eux. Songez que la Thaïlande était la base arrière américaine pendant la guerre du Vietnam. Tout à fait. Voilà, ben ensuite il faut pouvoir travailler entre la Thaïlande et le Vietnam. Il faut pouvoir travailler. Le Cambodge, on le sait, donc a connu un génocide effroyable causé par les Khmers rouges entre 75 et 78. 78, donc il y a l'entrée et l'occupation du territoire qui a duré assez longtemps d'ailleurs par le Vietnam. Voilà, donc l'Indonésie a envahi puis occupé le Timor oriental pendant un quart de siècle. Voilà, et donc je pourrais multiplier finalement les exemples à l'envi, juste pour montrer combien cet espace géographique, avant de devenir un espace, a dû quand même surmonter un certain nombre de difficultés. Et néanmoins, c'est partant de ces bases-là que l'ASEAN donc a été créée. Il y avait une ferme volonté politique finalement de créer une organisation régionale. Alors rappelons que l'ASEAN, donc l'Association des Nations du Sud-Est asiatique, eh bien, a été créée formellement en 1967.
Et en 1967, le 8 août 67. Et en 67, donc cette création est due alors à 4 pays qui sont donc l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et Singapour, 5 pays, pardon, et qui sont rejoints par le Brunei dès l'indépendance du Brunei, donc en 1984. Cette association régionale a un objectif politique qui est de faire front au communisme. Parce qu'il se trouve que l'Indonésie, enfin tous les pays que je viens de citer, sont à économie libérale. Et ils sont farouchement anticommunistes à l'époque. Voilà. Ensuite, on va avoir, et rapidement, je dirais, on va aussi avoir des objectifs, alors de paix et de stabilité certainement, et également de développement économique. Et ça, c'est d'ailleurs le développement économique deviendra l'un des piliers majeurs finalement de cet espace régional. Cette volonté de renforcer finalement cette intégration régionale, eh bien, va encourager les différents pays de la région justement à boucler la boucle en admettant dans cet ensemble les pays dits communistes précisément. Voilà. Et donc qui, jusqu'à présent, ne faisaient pas partie de l'ASEAN. Et donc, dans les années 90, eh bien, on a les 4 pays les 4 derniers pays qui entrent dans l'ASEAN. Donc, le Vietnam en 95, la Birmanie et le Laos en 97 et le Cambodge en 1999. Et à l'époque, l'idée est de réunir finalement dans cette association et cette organisation régionale, réunir l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est, puisque à l'époque, ils sont en effet, il y a 10 pays en Asie du Sud-Est et ils sont 10 dans l'association, et il reste 10 finalement jusqu'à l'indépendance du Timor oriental. Et donc la création d'un 11e pays. Voilà. Alors le Timor oriental donc devenu indépendant en 2002, a demandé son rattachement, son adhésion à l'ASEAN en 2011. Et voilà, c'est un pays qui est en attente aujourd'hui d'entrer dans l'ASEAN. Et pour la première fois d'ailleurs, les pays de l'organisation lui ont ouvert la porte formellement, et en tout cas sur le principe. Voilà. Donc ça veut dire qu'à plus ou moins court ou moyen terme, le pays rejoindra l'association. Et là, nous aurons donc bien les 11 pays sud-est asiatiques adhérents à l'ASEAN. Donc finalement, on voit, il y a eu 2 vagues. Il y a les pays issus de la guerre froide qui ont d'abord créé l'ASEAN, puis d'autres qui sont rentrés plus tard, vous le mentionniez. Mais tout cela sans faire ressurgir des vieilles problématiques conflictuelles entre eux. On peut peut-être parler là d'une certaine réussite. Oui, tout à fait. L'ASEAN se démarque en effet par une réussite concernant la stabilité et la paix sur cette région. Et c'est vraiment des arguments auxquels les différents pays et l'ASEAN en tant qu'organisation tiennent beaucoup. Alors, voilà, vous l'aurez compris, c'est vrai que ça n'était pas simple de restaurer des relations constructives entre le Cambodge et le Vietnam. Voilà, en fait, entre les différents pays de la région, il y a eu aussi des rivalités entre la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines, entre le Timor oriental et l'Indonésie. Mais disons que c'est sans doute une capacité importante de ces pays sud-est asiatiques que de pouvoir avoir de fortes capacités de pragmatisme, je dirais. Voilà. Et donc, à ne pas hésiter à construire des alliances pour aller de l'avant et sans rester bloqué sur un ressentiment ou d'anciennes conflictualités. D'accord. Donc finalement,
dans un ensemble qui connaît une certaine réussite. Malgré tout, est-ce que vous entrevoyez des faiblesses, peut-être? Alors, oui, donc j'ai parlé effectivement de l'ASEAN comme zone de paix, c'est évident, c'est vraiment quelque chose qu'ils promeuvent et c'est pour ça d'ailleurs qu'une alliance comme AUKUS, hein, qui a été Mmh. signée, en septembre 2021, hein, entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, eh bien cette alliance, qui est une alliance militaire, met mal à l'aise ces pays aséaniens, qui voit bien effectivement une militarisation accrue, hein, on y reviendra dans la région, et donc il promeut vraiment beaucoup donc cet espace non nucléarisé et de paix. Voilà. Et puis, signalons aussi quand même, avant de répondre à votre question sur les faiblesses, qu'ils ont eu aussi finalement une agilité diplomatique, politique et diplomatique, en créant un certain nombre de forums qui sont devenus aujourd'hui des espaces de dialogue incontournables, hein. Je pense spécialement à l'ARF, l'ASEAN Regional Forum, donc le forum régional de l'ASEAN, qui a été créé en 1994 et qui, bon, alors évidemment, bon, est plus ou moins actif, mais je veux dire qui est tout de même vraiment une grande réussite et qui reste aujourd'hui dans le monde un des rouages importants et des lieux importants où on parle de sécurité dans la grande région, donc spécialement en Indo-Pacifique, mais pas que, voilà, et qui fédère 27 pays, donc c'est l'ASEAN 10 plus 17. Et le Timor oriental, donc on va dire, quand le Timor aura rejoint, ce sera l'ASEAN plus 16, voilà, dont la Chine, les États-Unis et la Russie. Alors on peut également parler aussi de l'East Asia Summit, le sommet donc de l'Asie de l'Est, qui a été créé en 2004 et qui là aussi fédère l'ASEAN plus l'Australie, la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et la Russie. Et donc vous aurez vu que là aussi on a États-Unis, Chine et Russie, hein, donc on va dire plus que des rivaux aujourd'hui, quasiment carrément des ennemis. Bien, alors donc que l'on trouve dans ce groupement, et également une autre espace de dialogue très important dans la région, qui est ce qu'on appelle la DMM+. C'est ASEAN Defense Ministers Meeting Plus, qui a été créé en 2018 et qui fédère les mêmes pays que je viens de vous nommer. Voilà, et donc ça c'est vraiment des espaces de dialogue, encore une fois, importants, qui permettent d'envisager et de discuter, de débattre des problèmes oui, de sécurité dans la région. Voilà. Alors les faiblesses, bah oui, bien sûr, il y en a, et notamment, il est souvent reproché à l'ASEAN d'avoir du mal à affronter les crises. Justement, et les crises, quelles qu'elles soient, et donc c'est un facteur handicapant pour justement résoudre des tensions de nature sécuritaire. Donc voilà. Alors, je vous ai parlé donc de l'occupation du Timor oriental par l'Indonésie à partir de 1975 jusqu'en 1999. L'ASEAN n'a rien, je veux dire, n'est pas du tout intervenu. Les Khmers rouges sont rentrés à Phnom Penh la même année, et l'ASEAN était là aussi démunis. Ne parlons pas, sans parler en tout cas d'un nombre très conséquent de coups d'État en Thaïlande, hein, des coups d'État militaires en Thaïlande, plus d'une dizaine depuis 1932. Et voilà, donc l'ASEAN est également démunie là-dessus. Et bien sûr,
la crise actuelle majeure de l'ASEAN en ce moment, et donc la Birmanie, voilà, et qui est dirigée par une junte militaire depuis février 2021, qui est vraiment la principale crise que l'ASEAN souhaite aujourd'hui pouvoir résoudre, mais c'est vrai que ça n'est pas simple. Donc voilà, en tout cas, c'est parmi les principaux reproches que l'on fait à l'ASEAN, c'est avoir du mal à parler d'une seule voix enfin en vue de résoudre un certain nombre de crises. Voilà. Alors il y a effectivement d'autres faiblesses, mais forcément qui ont trait à la démocratie, à la liberté d'expression, la liberté des médias, et dans un espace qui est marqué par l'autoritarisme, qui compte quelques démocraties, je veux dire l'Indonésie, le Timor oriental, les Philippines, bon voilà, mais qui reste quand même marqué beaucoup par l'autoritarisme. On l'a évoqué brièvement, parmi tous les pays qui passent par l'Asie du Sud-Est, qui le visitent, qui font des visites officielles. Est-ce qu'on peut parler peut-être plus spécifiquement du poids de la Chine sur la région, et surtout qu'elle s'inscrit dans le cadre de la rivalité entre Pékin et Washington? Pékin est devenu un partenaire important dans les infrastructures des pays de la région. Et ça, c'est important à un moment où les États-Unis, qui sous Obama donc avaient manifesté leur intérêt de pivot vers l'Asie, mais ça ne s'est pas produit. Voilà. Donc les États-Unis étaient beaucoup moins dans la région, et puis l'Europe, eh bien, n'était pas prête non plus, pendant longtemps, n'a pas été prête à soutenir ces pays pour répondre à des besoins infrastructurels. Voilà. Et donc, ce qui fait que la Chine, elle, par contre, a été un partenaire important pour ces pays. Voilà. Il faut vraiment aussi avoir conscience de ça. Alors, néanmoins, évidemment, une fois qu'on a dit ça, eh bien, forcément, et là aussi, en ayant une carte sous les yeux, eh bien, c'est assez facile à voir. Eh bien, l'Asie du Sud-Est est en effet en même temps dans un espace de conflictualité. En étant dans la zone Indo-Pacifique, eh bien, il y a, on a dit, des tas d'atouts maritimes que nous avons rappelés, mais il y a aussi, c'est une région chaude là pour le coup. Il y a alors si ce n'est des conflits, en tout cas des tensions récurrentes depuis fort longtemps, depuis les années 70, voilà. Et donc qui ne sont pas nouvelles, mais qui se sont accrues et qui se sont notablement accrues durant la pandémie de Covid-19, et donc on va dire dans les années, l'année 2020. Alors que le monde était en proie à la pandémie et tentait de juguler justement les effets négatifs de cette pandémie, eh bien la Chine s'est faite présente, beaucoup plus présente, voire agressive. Alors, beaucoup plus présente par sa stratégie, évidemment, on s'en souviendra, du masque, du vaccin, voilà, dans toute cette région, et puis de l'aide, d'aide médicale, sanitaire, mais aussi beaucoup plus agressive dans l'espace maritime. Voilà. Et ça, par contre, les pays d'Asie du Sud-Est le subissent également. Parce que cela remet finalement directement en cause, en fait, la souveraineté nationale des pays qui sont, des pays riverains de la mer de Chine méridionale, ils sont nombreux, mais notamment d'ailleurs ceux dont les frontières maritimes, eh bien, sont disputées par les frontières également maritimes que revendique la Chine avec sa ligne des 9 ou 10 traits. Voilà.
et donc qui, si cette ligne était respectée, eh bien, reviendrait finalement à s'approprier 80 ou 90% de la mer de Chine méridionale. Voilà. Alors donc ça, il y a des tensions récurrentes avec le Vietnam, qui est vraiment l'acteur le plus vocal, ce qui ne se dit pas en français, mais enfin vraiment celui qui réagit toujours de façon tonitruante finalement sur ces questions, mais aussi les Philippines, la Malaisie, Brunei, et également signalons, enfin ou en tout cas nommons l'Indonésie, qui contrairement aux autres pays que je viens de nommer n'a pas de conflit frontalier avec la Chine, mais pour autant dont la ligne pour laquelle la ligne en 10 traits de la Chine empiète quand même sur la ZEE, la zone économique exclusive de l'Indonésie dans le secteur de l'archipel des Natuna. L'Asie du Sud-Est a tout à fait conscience d'être dans cet espace conflictuel, ce qui rend la région nerveuse et encore une fois la met mal à l'aise, et de ce fait rejette toute politique dite campiste, voilà, la logique de bloc. Ouais. Qui est proposée souvent, précisément par les États-Unis ou par l'Australie, et c'est une région qui tient vraiment à garder sa neutralité, voilà, et mais qui perçoit combien elle se trouve finalement entre les États-Unis et la Chine. Et que elle se trouve à proximité de Taïwan, et si les tensions devaient s'accroître, voire si un conflit devait émerger, eh bien l'Asie du Sud-Est est vraiment très très proche de cet espace. Voilà. Alors néanmoins, on pourrait dire aussi qu'il y a de nombreuses dynamiques qui influent, des dynamiques plutôt positives d'ailleurs, et qui sont, pour lesquelles l'ASEAN est encore une fois à l'origine, ou dont elle est partenaire, et je pense notamment aux exercices militaires, qui se sont alors considérablement multipliés dans la dernière décennie, les 15 dernières années, vraiment considérablement multipliés. Et alors qui sont des exercices militaires au sens classique du terme, ou des exercices plutôt militaires, mais à composante ce qu'on appelle HADR, c'est-à-dire en gestion de catastrophes, Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Voilà, et qu'on dénomme très souvent, voilà, par cet acronyme HADR. Et ça, c'est très consensuel, je veux dire. Voilà, donc il y en a beaucoup qui sont initiés par l'ASEAN ou bien initiés voilà, par l'un des pays aséaniens. Voilà, donc il y a un exercice par exemple Komodo organisé par l'Indonésie, et bien donc là c'était donc tout début juin, et qui a permis la participation de 36 pays, et là aussi dont la Russie, les États-Unis, la Corée du Sud et du Nord, et la Chine. Vous voyez, donc tous les espoirs sont permis finalement. Finalement, quel serait pour vous, si on devait résumer pour cette dernière question, les pays les plus représentatifs de ce tiraillement entre les influences chinoises et américaines? Ils sont tous tiraillés, en fait. Ils sont tous tiraillés, et je dirais que globalement, pour faire un tableau à coups de serpe, en quelque sorte, on prête souvent, évidemment, au Cambodge, Laos et Birmanie, une proximité très étroite, et pas que géographique, mais également politique et économique, entre le Cambodge, voilà, entre ces trois pays et la Chine, voilà. Tandis que les autres pays sont plutôt vraiment tournés vers les États-Unis, enfin, signe
voilà, plutôt vers les États-Unis, et le sont souvent, je dirais, finalement tournés vers les États-Unis sur un plan sécuritaire. Alors encore une fois, sans le dire, hein, puisque vous l'aurez bien compris, il est question surtout de neutralité. Mais disons que, voilà, dans le domaine sécuritaire, ces pays comme les Philippines, Singapour, l'Indonésie, la Malaisie, Brunei, même le Vietnam, voilà, regardent vraiment vers les États-Unis, tandis que tous regardent vers la Chine lorsque l'on considère l'économie. Voilà. Mais alors donc, pour donner des exemples un petit peu plus précis, on peut parler donc des Philippines, juste pour dire à quel point ça dépend aussi de qui gouverne. Puisque donc les Philippines est un pays qui est traditionnellement proche des États-Unis. Voilà. Et puis c'est ce qui valait et prévalait jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Rodrigo Duterte en juin 2016, et qui lui, donc on s'en souviendra, a eu des propos extrêmement durs, enfin bon, et donc remettait en cause, a totalement remis en cause la place des États-Unis, et a mené une politique très pro-chinoise. Voilà. Et ça, c'est ce qui a prévalu au moins pendant 4 ans, jusqu'en 2020. Et là, à partir de 2020, c'est vrai que lorsque les Philippines, ou en tout cas le président a pris conscience de cette avancée véritable de la Chine en mer de Chine méridionale, et y compris donc vers des espaces revendiqués, des îles revendiquées par les Philippines, eh bien, Rodrigo Duterte a commencé à changer d'opinion, et à virer de bord, si je puis dire, à rééquilibrer son discours, et à voilà, une position beaucoup plus conciliante vis-à-vis des États-Unis. Mais là, cette politique finalement traditionnelle et traditionnelle, c'est-à-dire de proximité avec les États-Unis, est totalement de retour depuis l'arrivée au pouvoir, là, il y a peu de temps, hein, du nouveau président Marcos Junior, Ferdinand Marcos Junior, dit Bonbon, voilà. Et donc ce rapprochement, eh bien, se poursuit. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de dire d'ailleurs sur les Philippines, c'est que du coup, Rodrigo Duterte avait totalement nié l'existence d'un jugement capital, hein, qui a été rendu en juillet 2016 par la Cour permanente d'arbitrage, la CPA, à La Haye, puisque donc les Philippines avaient déposé une plainte à l'encontre de la Chine à la CPA, visant à remettre en cause l'attitude de la Chine, qui reposait sur des revendications dites historiques. Voilà. Et en fait, en juillet 2016, la CPA a rendu un jugement négatif, négatif vis-à-vis de la Chine, en disant qu'effectivement ces revendications étaient totalement infondées. Et au lieu justement d'asseoir une certaine victoire sur ce jugement, eh bien les Philippines de Duterte ont complètement nié ce jugement, au contraire, puisqu'il voilà, dans sa politique pro-chinoise, et ça n'est encore une fois que finalement relativement récemment que Rodrigo Duterte va assumer ce jugement qui est fondamental, hein, enfin qui est fondamental, oui et non. Je veux dire, qui est fondamental évidemment dans le droit international, et donc c'est fondamental. Par contre, la Chine ne reconnaît pas ce jugement de la CPA, et donc dans les faits, ça ne change pas grand-chose, mais c'est quand même tout de même capital. Et puis alors donc, autre exemple, eh bien avec l'Indonésie. L'Indonésie, donc plus grand archipel du monde, comme on l'a dit, qui connaît parfaitement bien tous ces tiraillements dont on a parlé jusqu'à présent,
et là aussi qui essaie de faire une distinction très forte, ce qui n'est pas toujours simple, mais entre la sécurité, c'est-à-dire globalement la mer de Chine méridionale, et le souci posé par la Chine lorsque des bateaux sont envoyés très proches des îles Natuna, c'est-à-dire dans les eaux, dans le domaine maritime indonésien, et ça pose un gros problème à l'Indonésie, et en même temps, donc opérer une distinction avec l'économie, puisque, encore une fois, dans le domaine économique, la Chine joue un rôle considérable dans le développement aussi économique de l'Indonésie. Et en fait, pour bien comprendre, si vous voulez, donc lorsque l'actuel président Joko Widodo, le président de l'Indonésie, donc a été élu en 2014, sa première visite officielle, il l'a réservée à la Chine. Vous voyez, donc c'est la première fois que ça se produisait comme ça. Et en 2019, lorsqu'il a été réélu, il a à nouveau réservé sa première visite officielle pour la Chine, vous voyez. Et lorsqu'il il a des rencontres de haut niveau avec les États-Unis, avec donc des dirigeants qui viennent aux Philippines, eh bien Joko Widodo ou le ministre de la Défense eh bien font toujours attention à aller j'allais dire quasiment dans la foulée, aller rassurer finalement ses interlocuteurs chinois, justement pour bien montrer à quel point l'Indonésie est neutre, voilà, est neutre et ne choisit pas entre les deux grandes puissances. Je vous remercie beaucoup, Christine, parce qu'on a vraiment fait un cheminement assez exhaustif dans ce vaste ensemble, vous le rappeliez, qui comporte 11 nations, 650 millions d'habitants, et qui est un peu parfois traité de manière un peu superficielle ou rapide lorsqu'on scrute la région Indo-Pacifique. Donc peut-être que pour finir, et pour ceux de nos auditeurs qui le souhaitent, avez-vous quelques suggestions? Là, on sort du domaine purement géopolitique. Je veux parler de littérature, de musique, de cinéma. Donc des conseils peut-être pour découvrir la culture dont je vois bien qu'elle est très diverse de l'Asie du Sud-Est. Oui, alors là, c'était une gageure, Vincent. Sur une région qui comprend 11 pays, c'était une gageure. Enfin, écoutez, donc j'ai réuni quelques titres, en effet. Alors, je commence par les films. Bon, alors sur le Vietnam, évidemment, on a tous en tête tout un tas de films sur la guerre du Vietnam. La 317e section, Apocalypse Now, Voyage au bout de l'enfer, sur le Cambodge, La déchirure, et oui, ou le documentaire S-21, La machine de mort Khmer Rouge. Voilà, qui sont des films qui permettent là aussi de remonter le temps et de comprendre ce que ces pays ont vécu. Voilà. Alors sur l'Indonésie, un très beau film aussi qui est The Year of Living Dangerously, l'année de tous les dangers, en 1982, et qui porte précisément sur l'épisode le plus noir de l'Indonésie, qui est en 1965-66. Voilà. Et qui va entraîner la mort de 500 000 à 1 million de personnes. Donc c'est un film à voir ou à revoir. Sur le Timor oriental, le film Balibo de Robert Connolly en 2009, qui est le prélude de l'invasion du Timor oriental par l'Indonésie. Voilà, et un film tout à fait intéressant également. Alors, vous voyez, je pourrais continuer comme ça n'est pas très réjouissant, mais néanmoins, je pense que c'est vraiment tous ces films sont constitutifs de la région, même si, évidemment, chacun de ces pays
a pu émerger vers une trajectoire beaucoup plus positive. Voilà. Et donc en fait, c'est vrai qu'il y a deux films, alors avec des notes un peu plus joyeuses, deux films que je voulais citer, L'odeur de la papaye verte sur le Vietnam, voilà, donc qui date de 1993, et puis sur la Thaïlande, l'oncle Bun Mi de Apichatpong Verasetakul de 2010. C'est une comédie, voilà. Pour les livres, très petite sélection, finalement je m'en suis tenue à l'Indonésie. Oui, voilà. Et je recommande le livre 100 et volupté à Bali, qui est un livre qui a été écrit par Vicky Baum en 1937 et qui a été publié en 1937 en Allemagne et traduite en français en 1939. Voilà. Qui est une magnifique fresque une fresque historique sur Bali. J'en ai d'autres en réserve, mais bon, voilà, non. Et puis en musique, et là c'est un clin d'œil finalement à une situation très actuelle en Thaïlande, et qui est donc un groupe de musique qui s'appelle Rap Against Dictatorship, donc rap contre la dictature, et qui donc ce groupe a été très connu donc c'est un groupe thaïlandais très connu en octobre 2018, puisqu'il a sorti un titre qui est devenu un tube, alors dont le titre en thaïlandais est Pratet Kumi, et qui est une critique virulente, il faut bien dire, des systèmes politiques dictatoriaux. Voilà. Écoutez, merci encore, c'était vraiment très intéressant, y compris sur le foisonnement culturel que l'on pouvait supposer. Et c'est ainsi que se termine ce numéro des rencontres de l'Indo-Pacifique d'Amarante International. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast géographique ou thématique sur cette région. Au revoir. Au revoir.